Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 juillet. Au lendemain de l'intervention musclée de Jacques Chirac, l'insécurité fait à nouveau la une de l'actualité. Voitures incendiées en région parisienne, couvre-feu décrété à Colombes, décès d'un jeune dans une rave party en Moselle. Le ton monte avec la majorité, les syndicats de policiers s'alarment et Lionel Jospin devrait contre-attaquer demain en dégageant des crédits supplémentaires pour les ministères sensibles. Les déboires de la SNCF, le rodage du TGV Sud-Est se prolonge, les retards se multiplient. Enquête de nos équipes sur cette crise de jeunesse. Le tabac nuit gravement à la santé et peut-être à la fertilité des femmes, c'est ce que révèle une étude américaine réalisée sur des souris. Le pessimisme à l'ouverture de la conférence de Bonn sur la réduction des gaz à effet de serre. L'Islande s'engage pourtant sur la voie des énergies propres à base d'hydrogène. Le Tour de France est la 9e étape avec la victoire du Russe Ivanov à Aix-les-Bains. En attendant demain, la montagne et l'Alpe d'Huez. Et puis enfin U2, le groupe irlandais est au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour 2 concerts sur fond de retour aux sources du rock. Et puis nous parlerons d'Israël puisqu'un nouvel attentat à la bombe vient de se produire il y a environ 1 heure dans le nord du pays. Nous appellerons notre correspondant sur place, Charles Anderlin. On parle pour l'instant de 3 morts, dont le poseur de bombes. Dans son interview du 14 juillet, Jacques Chirac a donc parlé de déferlante à propos de l'insécurité. Un discours vivement dénoncé par François Hollande pour le Parti socialiste. Sur le terrain, le 14 juillet a encore été agité en région parisienne avec 130 voitures incendiées un peu partout, notamment à Aulnay-sous-Bois. Reportage de Loïc Delamornay, Frédéric Bon et Olivier Flavien. Seuls, les pompiers n'oseront pas pénétrer dans cette cité. C'est ici qu'il y a 2 jours, 4 des leurs ont été blessés et leur camion défoncé par un engin de chantier. Alors la nuit dernière, les CRS leur ont ouvert la route. Une avancée en tortue, prudente et solidement équipée. Vous éclairez sur la droite au niveau des parkings. Voilà, très bien. Au-dessus également un projecteur à droite, un projecteur à gauche. À leur approche, l'électricité urbaine est coupée par on ne sait qui. Une technique des caïds de la cité pour mieux échapper aux forces de l'ordre. Une première voiture vient de s'embraser. Mais ce n'est qu'une fois protégée par le cordon de CRS que les pompiers interviennent. Tout en éteignant l'incendie, ils doivent faire attention aux projectiles susceptibles d'être lancés sur eux depuis les étages des immeubles. Au loin, cette colonne de fumée, ce sont 2 nouvelles voitures qui viennent d'être incendiées. Derrière, ce propriétaire n'attend pas les secours et essaie d'éteindre à la bouteille d'eau son véhicule en flammes. Pourtant, pour les pompiers de Seine-Saint-Denis, cette nuit n'est classée qu'orange. Ils en connaissent une vingtaine comme celle-là chaque année. On a besoin d'avoir ce déploiement de force à partir du moment où on se fait agresser. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, on s'est fait agresser, donc là on a besoin d'une protection policière et puis je pense que d'ici quelques jours ça va se calmer et on pourra intervenir sans la protection policière. Ce matin, seules quelques traces rappellent les incidents de la nuit. Au total, 6 voitures incendiées rien que dans ce quartier. Une fois de plus, l'œuvre d'un petit noyau dur de caïds. Il y a un certain nombre de jeunes très minoritaires qui ont intérêt à maintenir leur quartier dans un état où les services publics ne peuvent pas l'investir parce qu'ils exercent un certain pouvoir. Et puis pour tous les autres, ils se font manipuler à ces occasions. Ce soir, les pompiers repartiront dans la cité. Sans oublier leur mission, en cas d'urgence vitale, ils n'attendront pas les policiers pour porter secours. Le couvre-feu décidé par certaines municipalités de droite pour les mineurs a été lui aussi critiqué par le Parti communiste. Il dénonce la démagogie du chef de l'État dans ce domaine. Petit à petit, l'exemple d'Orléans fait des émules, comme à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où il vient d'être instauré par le nouveau maire de droite, Jérôme Soulard et Cyril Paquet. Depuis quelques jours, l'adjoint au maire de Colombes chargé de la sécurité a repris ses habitudes de campagne. Il écrit je l'ai eu dans ma boîte à lettres. Prêcher, discuter, convaincre surtout du bien fondé de ce nouvel arrêté municipal. Après 23 heures, les enfants de Colombes de moins de 13 ans se sont vus désormais interdire les rues des 3 quartiers sensibles de la ville. C'est très bien. Donc les enfants qui sont dans la rue... Les enfants, ils ne doivent pas traîner dans la rue. Ils doivent être à la maison. C'est du bon sens. Vous savez, lorsqu'on voit un enfant de 8 ans à 3 heures du matin dans la rue, c'est le bon sens de dire qu'il est en danger. Et qu'à partir du moment où il est en danger, eh bien, il faut lui porter assistance. L'insécurité dans ces grands ensembles des quartiers sensibles de Colombes est une réalité reconnue par tous. Mais l'éventuelle efficacité de l'arrêté municipal pour les moins de 13 ans laisse souvent perplexe, y compris chez les plus jeunes. Contre la délinquance, franchement, ça va rien changer. S'ils font ça, et les petits font leur connerie le matin ou l'après-midi. Rien ne changeait non plus aux yeux de la police nationale. Les policiers interpellaient déjà les mineurs et se montrent aujourd'hui sceptiques sur cet arrêté. Ici,
Les nombreux problèmes d'insécurité concernent certes des adolescents, mais très rarement des enfants de moins de 13 ans. Pour l'opposition, c'est de la politique spectacle. Ce que je crains d'ailleurs, c'est que les gens qui vivent les plus grandes difficultés ne voient aucune mesure effective améliorant leur sort. Celui qui habite le hall d'un immeuble squatté en permanence par les dealers, c'est pas l'arrêté sur les gosses de 13 ans qui va lui apporter un début de réponse. Dans cette ville de 80 000 habitants, au cours des 6 derniers mois de l'année, seuls 3 mineurs de moins de 13 ans ont été interpellés pour des faits de délinquance. Les syndicats de policiers s'inquiètent eux aussi. Ils réclament des moyens supplémentaires. Ce sera peut-être chose faite dès demain avec l'annonce des priorités pour le budget 2002. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, selon le journal du dimanche, pourrait ainsi recruter 3000 policiers de plus. Sur le terrain, le thème de l'insécurité est donc toujours au cœur du débat, comme l'ont constaté Alix Bouillaguet et Alain Locaccio en suivant Nicolas Sarkozy dans le sud de la France. Je crois que le président a trouvé les mots justes et qu'il a mis les choses au point. Vous avez entendu les il a remis chacun à sa juste place. Il a employé des mots forts pour parler de la sécurité des Français. À droite, l'heure est désormais à l'explication de texte. Et la sécurité, c'est justement l'un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle de 2002. Il faut cesser et rompre avec la frilosité d'il y a effectivement quelques années où on n'osait pas parler des problèmes qui préoccupent les Français et on n'osait pas en tirer les conséquences. Il ne s'agit donc pas d'une manœuvre politique quelle qu'elle soit. Les Français sont inquiets pour leur sécurité. Dans les mois qui viennent, la droite compte faire de la sécurité un cheval de bataille. Et c'est sur ce sujet que des villes comme Nice et Cannes tentent de prendre l'avantage en installant des couvre-feux pour les moins de 13 ans. Pour certains élus, le gouvernement a tout simplement démissionné. Un des fondements même de la République, c'est d'assurer la protection de chaque citoyen. Or aujourd'hui, le gouvernement n'assure plus la protection de chaque citoyen. Thème après thème, jour après jour, l'opposition se positionne. Nicolas Sarkozy, éventuel Premier ministre en cas de victoire de la droite en 2002, c'est la rumeur qui circule. Mais pour lui, le plus dur du chemin reste sans doute à parcourir. On l'a dit, la réaction de François Hollande pour la majorité a été particulièrement musclée au propos du chef de l'État, le premier secrétaire du Parti socialiste, parlant de mensonges, d'irresponsabilité et de falsification. Que ce soit sur l'insécurité ou bien sur la présentation du bilan économique du gouvernement, l'autre thème sur lequel Jacques Chirac a mené la charge. Séverine Lebrun et Claire Feinstein. Ce 14 juillet, la guerre des chiffres a commencé et c'est le président de la République qui a tiré le premier. D'abord, une attaque frontale sur le thème de la dette. Selon le président, elle a augmenté de 1000 milliards de francs depuis 1997. Réplique immédiate de Bercy. La hausse n'est que de 440 milliards. En fait, l'un parle de la dette de l'État, l'autre de la dette publique qui comprend les comptes bénéficiaires des collectivités et de la sécurité sociale. Pour les économistes, l'important n'est pas cette bataille de chiffres, mais l'utilisation des fruits de la croissance. Il aurait fallu utiliser les années de vache grasse pour, en quelque sorte, réduire plus qu'on l'a fait en France depuis quelques années, le déficit public. Deuxième salve sur les impôts. Ils n'ont pas baissé selon Jacques Chirac qui dénonce même des prélèvements obligatoires records ces 2 dernières années. Riposte du gouvernement, les impôts ont diminué de 100 milliards de francs pour la seule année 2000. Effectivement, la tendance est à la baisse, mais le taux d'imposition global en France reste l'un des plus forts d'Europe. Troisième cible, le chômage. Jacques Chirac dénonce la lanterne rouge française. Selon lui, le chômage a moins baissé que chez nos voisins européens. Faux, répond le gouvernement. La France se situe en 3e position derrière l'Espagne et l'Irlande. En réalité, tout dépend de la période prise en compte. Si on compare la situation relative de la France à celle des grands pays européens, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France a incontestablement mieux fait au cours des 4 dernières années que ces grands pays. Par contre, si on regarde à moyen terme, sur la longue période, sur les 10 dernières années, les plus belles performances européennes, ça a été incontestablement l'Espagne ou l'Irlande, et pas la France. Ultime offensive sur le front du pouvoir d'achat qui n'aurait pas augmenté depuis 1997 selon le président. Le gouvernement lui avance une hausse de 2,6%. En fait, si les salaires ont stagné, la baisse des impôts et la hausse des prestations sociales ont un peu amélioré le revenu des Français.
sur cette divergence dans l'appréciation du bilan économique du gouvernement. Laurent Fabius n'a officiellement pas voulu entrer dans la polémique. En visite dans une usine de Saint-Germer-de-Fly, dans l'Oise, le ministre de l'économie a quand même dit qu'il ne fallait pas confondre le 14 juillet avec un meeting électoral. Laurent Hakim, Claude Marc et Patrice Buruget. Il y a les mises en cause qui font pchit, et puis il y a les réponses qui font boum. Jacques Chirac avait parlé samedi d'un record négatif pour qualifier la politique économique du gouvernement. Laurent Fabius s'était contenté d'un communiqué alors que certaines de ses collègues passaient leur week-end dans les médias à répondre au chef de l'État. En fait, le ministre de l'économie était en embuscade et cet après-midi, le coup est parti. Le président de la République, je ne répondrai pas parce que je ne crois pas qu'il faut confondre les genres, pas plus qu'il fallait confondre la fête du 14 juillet et un meeting électoral en matière de réduction d'impôts, alors que les gouvernements précédents avaient augmenté les impôts. On se souvient de l'augmentation de la TVA, par exemple. Là, nous avons supprimé la vignette, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur le revenu. Un petit apéro, ça ne se refuse pas pour digérer les propos acides du président. Passé le week-end, la consigne au gouvernement, ça devait être bouche cousue. Lionel Jospin lui-même en avait pris pour son grade samedi, mais pas de commentaire depuis. Une fois de plus, Laurent Fabius a fait valoir, comment dit-on, sa singularité au sein du gouvernement. Et puis notez enfin ce commentaire de Jean Glavany, ministre de l'Agriculture. Il accuse à son tour Jacques Chirac d'outrance, d'exagération et de manipulation et de mensonge chez nos confrères de France Inter. En visite à l'usine Bata au cours à Mossay, en Moselle, Robert Rue a demandé que soit vérifiée la façon dont Bata avait utilisé l'argent public. Et puis le secrétaire national du Parti communiste s'est surtout opposé au rapport Charza sur l'attractivité fiscale de la France, un rapport qu'il a qualifié de provocation. L'étranger maintenant est d'abord Israël avec cet attentat dont je vous parlais en titre, attentat à la voiture piégée en fin d'après-midi près de la gare de Binyamina au nord du pays. Charles Anderlin, vous êtes sur place. On parle, je crois, déjà de 3 victimes, dont le poseur de bombes. Oui, tout à fait. Selon les dernières informations, il s'agissait d'un kamikaze palestinien qui s'est approché d'un groupe d'Israéliens qui attendaient un arrêt d'autobus en face de la gare de Binyamina au nord de Tel Aviv. Il a fait sauter la ceinture d'explosifs qu'il portait sur son corps. Le bilan, vous l'avez dit, 2 Israéliens tués, le kamikaze, une dizaine de blessés, plusieurs dans un état grave. Aux dernières nouvelles, le kamikaze venait de la ville palestinienne voisine, Jenin. Alors Charles, cet attentat intervient dans un contexte très tendu, puisque ce matin 2 Palestiniens se sont tués également en manipulant une bombe aux abords du stade où doivent s'ouvrir ce soir les Jeux Olympiques Juifs. Alors il faut s'attendre à quoi? Une riposte immédiate des autorités israéliennes? Il y a quelques minutes, le gouvernement israélien a publié un communiqué annonçant que l'armée israélienne ripostera en temps voulu. En fait, selon des informations qui ont paru à l'étranger, elles sont censurées en Israël, le gouvernement israélien préparerait une opération de grande envergure contre l'autorité palestinienne. Est-ce que cela arrivera à la suite de cet attentat? Pour l'instant, bien entendu, il faut attendre. Merci Charles. Et puis donc bien sûr, si on a des images, les premières images de cet attentat, nous les verrons d'ici la fin de ce journal. À Moscou, la Russie et la Chine ressuscitent une vieille amitié stratégique. Vladimir Poutine et Jiang Zemin signent un pacte bilatéral et réaffirment leur hostilité au bouclier américain antimissiles. Un sujet qui sera bien sûr abordé en marge du sommet du G8 à Gênes lorsque Vladimir Poutine rencontrera justement le président américain. Dans la mer de Barents, les plongeurs russes et norvégiens s'apprêtent à entamer les opérations de renflouage du Kursk, ce sous-marin russe à propulsion nucléaire qui a coulé le 12 août dernier. Le renflouage proprement dit devrait avoir lieu en septembre avant de remorquer le sous-marin vers un port militaire russe. Agnès Monte. Il repose au fond de la mer de Barents depuis près d'1 an. Mais aujourd'hui, une opération titanesque devrait permettre de remonter les 20 000 tonnes de la carcasse du Kursk. Une opération délicate pour 12 plongeurs russes et norvégiens. Dans 2 jours, ils commenceront le nettoyage autour de l'épave, puis ils déplaceront les torpilles situées à l'avant. Le nez, très endommagé, sera ensuite découpé par une chaîne et laissé sur place. La grande opération de renflouage pourra alors commencer. Dans cet atelier, on termine l'assemblage d'une péniche géante. De cette barge, des câbles massifs s'ancreront sur le sous-marin. Les puissantes grues hydrauliques permettront de le renflouer. Une remontée de 108 mètres délicate, les risques de fuite radioactive sont possibles. Le risque majeur vient du fait que le Kursk sera levé du fond de la mer. Or, dans cette zone, les flots peuvent être très agités. Nous devons donc réaliser cette opération dans des conditions idéales et il nous faudra agir vite.
Le sous-marin sera remorqué à terre. Les familles pourront enfin récupérer les corps des 106 marins toujours prisonniers de l'épave et peut-être obtenir quelques explications sur cette catastrophe si mystérieuse. Concorde va faire ses premiers essais au-dessus de l'Atlantique. Le supersonique décollera demain de l'aéroport d'Heathrow, près de Londres. Des essais grandeur réelle pour tester les aménagements réalisés depuis la catastrophe du 25 juillet dernier, près de Gonesse, qui avait fait 113 victimes. Les malheurs de la SNCF, décidément, la mise en place du TGV Sud-Est ne se fait pas sans mal. Rupture de caténaire, accident sur la voie ou mouvement de grève. Les retards des TGV se comptent en demi-heure quand ce n'est pas plus. Stéphane Despinois et José Boulestec sont enquêtés ce week-end alors que la SNCF devait gérer 2 millions de voyageurs. Ces passagers courent sur le quai D. Pas encore de TGV en vue, mais la mise à quai des rames vient enfin d'être annoncée. Le TGV 6001 Paris-Marseille était programmé pour 9h20. Il a déjà plus d'une demi-heure de retard. Ça fait quand même 3 quarts d'heure, mon voyage est gratuit, donc on est remboursé, donc on va pas se plaindre. En fait, le TGV Méditerranée a été lancé sans rames supplémentaires. Le parc est donc utilisé à son maximum. Lorsqu'il y a rupture de caténaire, comme ce fut le cas samedi à Toulon, non seulement les passagers subissent un gros retard, mais les TGV eux-mêmes arrivent avec 3 heures de retard aux ateliers de maintenance. De quoi semer la pagaille alors qu'il n'y a pas une minute à perdre. C'est un flux de rames qui rentre le soir sur un créneau très court, entre 22h et minuit, de plus de 40 rames qui rentrent dans ce laps de temps. Et ce même nombre de rames doit être disponibilisé le matin entre 6h30 et 8h. Voilà le défi qui est à relever. Au Centre national des opérations à Paris, tous les TGV en circulation sont suivis minute après minute. Ici, le défi, c'est d'éviter les retards en cascade. Il faut aussi organiser la prise en charge des passagers qui pourraient rater leur correspondance. Ils ne peuvent pas retarder la correspondance à Marseille, donc en fait, ils vont faire partir un car pour Manosque. Autre effet boule de neige, les conducteurs et les contrôleurs eux-mêmes ont un planning très serré. Il suffit d'un petit retard pour qu'ils ratent aussi leur correspondance. Ça entraîne automatiquement des retards, des recherches d'un nouveau personnel pour assurer le TGV du lendemain. Et ça entraîne, je vous le répète, soit des retards, soit des fois des suppressions de circulation. L'autre point névralgique, c'est la gare d'Avignon. En théorie, les TGV ne s'arrêtent que 3 minutes, mais c'est sans compter avec la cohue des heures de pointe. Il y a un flux entre ceux qui sortent, ceux qui doivent monter, et puis finalement c'est pas le bon train, et les autres personnes qui arrivent, ce qui fait qu'il y a la valeur 3 trains sur le quai, vu la largeur, ça peut pas aller. Face à l'avion, son concurrent, le TGV MEN n'a pas à rougir. Plus de 80% de ponctualité la semaine dernière, c'est mieux que l'aérien, et 2 millions de passagers transportés chaque week-end. Le parquet de Dijon a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire après l'accident qui a fait 4 morts la nuit dernière sur l'autoroute A6 à Pouilly-en-Auxois. Et puis dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme dans une rave-party en Moselle, les gendarmes ont établi que la victime avait bien consommé de la drogue. Une autopsie prévue ce soir devrait dire si cette consommation a provoqué ou non le décès. En tout cas à Marcillac, près de Rodez, quelques centaines d'irréductibles dansent toujours. La rave dure là-bas depuis 2 jours. Les autorités avaient pu mettre en place tout un dispositif d'assistance médicale et aucun incident n'est à déplorer. Juliette Meurin, Léo Lamberton et David Bress. Dernier contrôle avant la fin de la free party. Les agents des douanes cherchent des traces de produits illicites à l'aide d'un aspirateur à particules. Donc voilà, au travers de ce filtre, on a déjà aspiré les particules d'air qui auraient dans le véhicule. Donc on va voir ce qui se traîne mal dans l'air, on dira. Donc dans ce véhicule, il y a de la cocaïne, de l'héroïne et de la résine de cannabis. Là, pour moi, ce ne sont que des consommateurs. Ça vous permet de faire quoi après? Disons que le contrôle est différent. On peut approfondir le contrôle sur certaines... Bon, je sais pas comment vous expliquer. On va fouiller plutôt les portefeuilles, des trucs comme ça, des trucs sensibles sur les poches, pas que l'habitacle du véhicule. La présence des services des douanes est surtout symbolique. Ils n'ont pas le droit d'effectuer des fouilles sur le site même de la rave, qui est un terrain privé. Et pourtant, inutile de le cacher, beaucoup de drogues circulent dans ce genre de rassemblement. C'est vrai qu'il y en a qui prennent de la drogue, il y a ci, il y a là. Mais bon, et l'État, elle ne vend pas de la drogue, elle? L'alcool, c'est la pire. L'État subventionne des associations comme Technoplus. L'objectif est d'offrir un lieu de repos, d'écoute et de conseil. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec quoi il ne faut pas mélanger. Donc voilà, ça c'est informatif, objectif. Parce qu'en plus c'est un public jeune et la plupart du temps
n'ayant aucune connaissance des produits. Le Technival s'est finalement déroulé en bonne coopération avec les services de l'État, un bon signe peut-être pour l'avenir. Ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont donné des poubelles, et ça paraît peu mais ça nous a bien rendu service. Le terrain est vachement propre par rapport à d'autres soirées. C'est vrai que le nettoyage est plutôt efficace. Rappelons que près de 15 000 personnes ont fait la fête ici pendant 3 jours. Et une autre rêve géante est maintenant redoutée en marge du festival des Vieilles Charrues. On parle à nouveau de 50 000 personnes le week-end prochain dans le Finistère. Un rassemblement que ne veulent pas assumer les organisateurs du festival. L'émotion à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon depuis qu'un SDF, un habitué de la commune, a été battu à mort et violé. 3 hommes de 19 à 21 ans ont été arrêtés. Reportage de Caroline Pham et Philippe Dumail. Une gerbe de fleurs, une photo, seule trace encore visible de l'émotion toujours très vive à Andernos. La violence de l'acte a choqué plus d'un habitant. Samedi matin, des commerçants, des anonymes laissaient éclater colère et tristesse. C'est pas compréhensible à l'époque où on vit qu'il se passe encore des trucs comme ça. C'est de la sauvagerie à l'état pur, quoi, je comprends pas. Il était sympa, il n'avait rien fait en plus. On lui donnait à manger, il avait que des pièces de 10 centimes, 5 centimes. La dernière fois que je lui ai passé de l'argent, c'était 5 francs quand je suis allée à la banque échanger des billets. La veille, beaucoup de commerçants avaient fermé leurs rideaux. Un mouvement spontané après la mort de Guy Melin. Mais les raisons invoquées ne sont pas toutes les mêmes. Certains parlent d'insécurité, d'autres sont plus mesurés. Il n'y a pas du tout de climat d'agressivité sur Andernos, si ce n'est depuis quelque temps, le soir, les cafetiers se plaignent d'avoir des visites vers les 2-3 heures du matin de quelques individus qui viennent agresser leur clientèle. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Pourquoi 3 jeunes ont-ils agressé sauvagement un SDF? Un motif futile circule, une histoire de chat volé, pas très convaincant. Il nous apparaît beaucoup plus par rapport aux déclarations des 3 auteurs et aux constatations là aussi médico-légales que justement le crime, l'homicide volontaire suivi d'un autre crime ou ayant précédé, c'est-à-dire celui de viol, colle beaucoup plus au fait du dossier. 2 des auteurs présumés avaient de nombreux antécédents judiciaires. Un placement en détention provisoire a été requis. On savait les femmes de plus en plus touchées par le cancer du fumeur. Une étude américaine montre maintenant que le tabac pourrait nuire à leur fertilité. À l'hôpital Georges Pompidou à Paris, les médecins mettent à profit l'hospitalisation des fumeurs pour tenter de les sevrer. Les explications de Benoît Thévenet et de Jacques Gérard. Profiter d'une hospitalisation pour proposer aux patients d'arrêter de fumer, c'est le travail de Chantal, infirmière et diplômée de tabacologie. Elle se déplace de service en service, une expérience unique en France. J'ai arrêté de fumer 24 heures. Hospitalisée pour toute autre chose, cette jeune femme est prête à écouter les arguments de l'infirmière. Sa vie de fumeuse commence à lui peser. Jamais. J'ai la frousse, j'ai 36 ans, je m'aperçois que ça fait 18 ans que je fume, soit la moitié de ma vie. Et plus je vais continuer, j'aurai plus d'années de fumeuse que d'années non fumeuses. Donc j'ai envie d'arrêter. Florence a accouché récemment d'un 2e enfant. Difficile dans ces conditions d'avoir à l'esprit que le tabac ce n'est pas seulement des risques de cancer mais aussi des risques d'infertilité. Ma grande préoccupation, c'est d'abord le cancer du poumon, c'est certain. Ayant 2 enfants, c'est vrai que je ne suis pas très inquiète sur mes capacités à en avoir d'autres. Je n'arrive pas à m'inquiéter de ça. Le cancer du poumon me terrifie, vraiment. Une étude américaine vient pourtant de confirmer ce que l'on suspectait depuis longtemps. La fumée de cigarette contient des toxiques qui provoquent la mort des cellules reproductrices. Un risque qui vient s'ajouter à tous les autres. Donc vous avez une baisse de la fécondité, une ménopause précoce, aussi une répercussion sur le teint, sur l'esthétique. Ensuite, pendant la grossesse, vous avez des fausses couches plus nombreuses. Vous avez des enfants de petit poids. Aujourd'hui, les femmes représentent 5% des décès liés au tabac. Dans 20 ans, ce chiffre sera multiplié par 6. 65 000 femmes mourront chaque année des suites du tabagisme. L'optimisme n'est pas de mise à l'ouverture de la conférence de Bonn sur la réduction des gaz à effet de serre, mais tout n'est pas noir pour autant quand on voit un pays comme l'Islande s'engager dans un programme ambitieux de suppression totale du pétrole comme source d'énergie. D'ici 30 ans, il pourrait être remplacé par l'hydrogène. Reportage de Sophie Mézel et de Jean-Jacques Le Garec. L'Islande a toujours su jouir de ses énergies naturelles. Cette terre, qui crache l'eau et le feu, a fait de ce pays le premier producteur d'électricité au monde par habitant.
La puissance de l'eau, piégée dans des barrages, produit de l'hydroélectricité. Et ces sources chaudes qui bouillonnent sous l'écorce volcanique alimentent des réservoirs géothermiques qui chauffent sa micro-capitale, Reykjavik, 100 000 habitants. Ici, l'énergie est écologique, renouvelable, pour un monde propre. Enfin presque, parce que l'ombre au tableau, ce sont ces voitures, ces bateaux, ces usines. Le pays est riche et la consommation d'énergie fossile, gaz et pétrole, en fait aussi l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant. Alors, une révolution s'annonce, l'hydrogène. Une énergie puisée dans l'eau par électrolyse et qui ne dégage rien d'autre que de la vapeur d'eau. L'hydrogène, qui par l'intermédiaire d'une pile à combustible, miniaturisée pour l'expérience, devient un carburant 2 fois plus puissant que l'essence. Cet homme planche depuis plus de 20 ans sur sa technologie, convaincu que l'avenir de la planète ne peut en passer que par là. Si notre scénario se réalise, le passage à une économie tout hydrogène en Islande, les émissions de gaz à effet de serre chuteront de 40% par rapport à leur niveau actuel. D'ici 3 mois, Reykjavik va construire sa première station-service à hydrogène liquéfié. Dans 1 an et demi, 3 bus équipés de piles à combustible, développés par Daimler Chrysler, seront mis en service. Puis petit à petit, ce seront les voitures qui seront remplacées. Après, ce sera au tour de la flotte de pêche et enfin des usines. Puisque nous sommes un petit pays, c'est beaucoup plus simple de changer toutes nos infrastructures que cela ne le serait dans un pays plus grand du centre de l'Europe. C'est pourquoi l'Islande est le terrain expérimental idéal pour cette technologie du futur. En devenant un pays intégralement propre d'ici 30 ans, l'Islande aura contribué au ralentissement du réchauffement de la planète et peut-être au passage inspiré les pays les plus pollueurs. La succession dans la continuité au CIO, c'est un Belge, Jacques Roche, qui remplace Juan Antonio Samaranch à la tête du Comité international olympique. Après 21 ans d'un règne sans partage, l'Espagnol cède la place à son dauphin. Le Tour de France et la victoire de Sergueï Ivanov dans la 9e étape entre Pontarlier et Aix-les-Bains. Demain, on s'attaque à la montagne et à l'Alpe d'Huez avec en tête pour les favoris les écarts incroyables qu'ils ont concédés hier et qu'il faudra bien combler. Nathanaël de Rinxan et Alain Poirier. Sur le Tour, les étapes se suivent et ont tendance à se ressembler. Entre Pontarlier et Aix-les-Bains, l'échappée du jour a permis à ces 3 coureurs de se mettre en valeur. 125 km en tête et Ivanov qui passe la ligne avec quelques mètres d'avance sur Etchebarria et Magui. Seulement aujourd'hui, le peloton n'a concédé qu'une vingtaine de secondes au vainqueur. À Aix-les-Bains, Stuart O'Grady a sans doute embrassé les hôtesses maillot jaune pour la dernière fois. Demain, la haute montagne va se dresser devant les coureurs. Cet après-midi, elle était déjà au centre des conversations dans les voitures de course. Je pense que demain, il y a des coureurs qui vont sûrement perdre le tour. Le tour ne sera pas gagné demain. Et puis, on va voir un petit peu les positions avec Ulrich et Lance Armstrong. Ulrich et Armstrong, les 2 favoris du Tour, se cachent depuis le départ de Dunkerque. Mais demain, c'est sûr, ils vont jouer les premiers rôles. Je me sens bien. Je suis prêt pour demain. La course démarre demain. Tout le monde le sait. François Simon, 2e au classement général, possède 31 minutes d'avance sur Armstrong et Ulrich. Le Français n'est pas un bon grimpeur, mais demain soir, il pourrait réaliser son rêve, enfiler un maillot jaune. Faut pas rêver. Si j'arrive en haut de l'Alpe d'Huez avec Armstrong et Ulrich, c'est comme si je gagne les tours. Donc faut pas rêver non plus. Demain soir, François Simon ne sera sans doute pas parmi les meilleurs à l'Alpe d'Huez, mais pour prendre le maillot jaune, il doit arriver avec moins d'une demi-heure de retard sur Armstrong et Ulrich et concéder moins de 17 minutes à Andrei Kivilev, un Kazakh inconnu du grand public, 4e au classement général et qui pourrait bien jouer un drôle de tour aux favoris de la course. 2 jours après l'accident qui a fait 8 blessés à l'arrivée de Colmar, Joël Bruyandet et Patrick Desmully ont suivi les motards de la garde républicaine qui assure la sécurité à l'intérieur de la course. Une sécurité renforcée depuis la mort d'un jeune garçon l'an dernier, renversé par une voiture. Le reste de l'année, ils escortent le président de la République et les chefs d'État en visite officielle. Mais chaque mois de juillet depuis 1953, les motards de la garde républicaine n'ont jamais manqué un Tour de France. Au total, ils sont 45 chargés d'assurer la sécurité à l'intérieur de la course et de la caravane publicitaire. Une bulle de 2000 personnes qui avancent à 40 km/h de moyenne.
Principale mission, signaliser les dangers du parcours aux 180 coureurs qui ont le nez dans le guidon. On les appelle les drapeaux jaunes. Vous avez une série d'îlots là, donc notre but, agiter le drapeau, le coup de sifflet, et donc les coureurs lèvent la tête et donc passent de chaque côté. En tête de course, le capitaine Gaspari commande l'ensemble du dispositif depuis cette voiture. Ça hantise que le peloton rattrape la caravane publicitaire, alors il se tient informé. L'écart entre les trois coureurs de tête et le peloton est repassé à 35 secondes. Conséquence inattendue, ces gendarmes sont parfois obligés de prendre quelques libertés avec le code de la route. Démonstration lors d'une descente de col. Les coureurs sont plus rapides que les voitures, alors il faut prendre de l'avance. Il est évident que les limitations de vitesse sont difficilement respectables. Maintenant, on fait appel à l'intelligence et au sens des responsabilités de chacun des conducteurs. On fait en sorte qu'on ne soit pas à des vitesses trop excessives dans des zones, par exemple, où il y aurait un public nombreux. En fait, la plupart des accidents sont liés au passage de la caravane publicitaire, qui déclenche parfois plus de folie que les coureurs eux-mêmes. L'année dernière, un garçon est mort, fauché par la voiture d'un sponsor. 73 km/h pour le Fiat. Du coup, des contrôles radars ont été mis en place par les gendarmes sur l'itinéraire emprunté par la caravane. Par rapport aux autres années, effectivement, on a l'impression que les vitesses sont moins élevées et déjà il y a moins de véhicules qui remontent au niveau de l'échelon course, au niveau de la caravane. Et visuellement, on peut se rendre compte que les voitures vont largement moins vite que les autres années. Des contrôles qui n'empêchent pas complètement les accidents. Il y a une semaine, la voiture d'un journaliste espagnol a fait plusieurs tonneaux. Miraculeusement, il n'y avait pas de public massé à cet endroit de la course. C'était le rêve d'Éric Tabarly. Son prototype, l'hydroptère, son voilier volant, a été à nouveau mis à l'eau cet après-midi à Saint-Nazaire avec l'ambition de battre tous les records de vitesse. Christophe Duchiron et Gabriel Camilla. C'est au deuxième coup de champagne que Jacqueline Tabarly a baptisé l'hydroptère cet après-midi au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. 18 mètres de long, 24 mètres d'envergure, voici donc la troisième version de ce drôle de voilier volant, né de l'imagination du génial Éric Tabarly. Projet repris et développé par Alain Thébault depuis 15 ans, l'hydroptère, en dépit de quelques ennuis techniques, il y croit dur comme l'air. Il faut se souvenir de ce qui se passait dans le ciel il y a 100 ans. Vous aviez des dirigeables, des engins archimédiens, puis nous sommes passés aux aéronefs. Et sur l'eau, à la voile, il s'agit de cette même transition aujourd'hui. Vous avez des bateaux de plus en plus longs qui flottent, qui poussent des tonnes d'eau. Et nous, en fait, notre idée, c'est de gratigner la surface pour diminuer la résistance à l'avancement. Donc à très haute vitesse, nous avons 2 mètres carrés dans l'eau. Nous sommes à 5 mètres au-dessus de la surface, comme en apesanteur. Quoi qu'on en dise, l'hydroptère, c'est une autre dimension. Ultra léger, il ne pèse que 5 tonnes. Ultra rapide, il est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 45 nœuds, plus de 80 km/h. Concept révolutionnaire, l'hydroptère a parfois connu quelques revers, comme ici en 1998, avec un bras de liaison qui se brise. Autour d'Alain Thébault cet après-midi, Michel Desjoyaux, Jean Lecam et Yves Parlier, tous sont associés au projet hydroptère. Pour l'instant, il a prouvé ses performances. Maintenant, il reste à prouver sa fiabilité et montrer qu'on arrive à maîtriser une technologie aussi avant-gardiste. Avant sa disparition, Éric Tabarly avait volé à bord de l'hydroptère. Il prévoyait qu'un jour, on pourrait traverser l'Atlantique en moins de 5 jours. C'est peut-être pour bientôt. Bono, le chanteur du groupe irlandais U2, a été reçu par Lionel Jospin en fin d'après-midi. Il en a profité pour remercier le Premier ministre pour son action en faveur de l'effacement de la dette des pays les plus pauvres. U2 est en concert donc à Bercy les 17 et 18 juillet avec un nouveau spectacle qui délaisse les effets spéciaux pour un retour au rock. Les concerts se jouent hélas à guichet fermé. Toutes les places se sont vendues en quelques heures. Olivier Lenuzza et Jean-Jacques Le Garec ont rencontré Bono à Boston. Oubliez les stades de 100 000 places, concert en petit comité, 15 000 personnes tout de même venues saluer à Boston Saint-Bono, l'idole du peuple irlandais. Bono et ses acolytes du groupe U2 lancés dans une tournée mondiale de 5 mois. Des concerts pour fêter 20 ans de carrière, 20 ans de combat politique. Music
La musique, plus que toute autre chose, peut être capable de changer votre cœur et votre esprit. Le baiser sur le sol natal. L'Irlande qui connut en 1970 un Bloody Sunday, un dimanche sanglant, 13 morts. Une guerre de religion mise en chanson par un homme qui accomplit un miracle, réunir sur scène les leaders des communautés protestantes et catholiques. Les peintres, les taggers sont sans doute plus à même de raconter ce qui se passe dans la rue que les hommes politiques. Le Live Aid en 1985, la famine en Éthiopie, un concert à Sarajevo, le soutien à Salman Rushdie, l'annulation de la dette des pays du tiers-monde, Bono, interlocuteur privilégié des grands de ce monde, ici en compagnie du chancelier allemand Gerhard Schröder. Notre civilisation sera jugée, l'histoire retiendra nos actes. Les historiens, quand ils parleront de notre époque, diront qu'il y a eu Internet, mais aussi qu'un continent, l'Afrique, est parti dans les toilettes et qu'on a tous tiré la chasse. Il est le fruit d'une union défendue, d'une union déchirure, une mère protestante, un père catholique. Bono, leader du groupe U2, n'a pas oublié ses racines, rock, cette idée que la musique peut changer le monde. Avant de refermer ce journal, nous rejoignons Charles Anderlin en Israël après ce nouvel attentat à la voiture piégée cet après-midi au nord du pays. Un attentat, Charles, qui a fait, selon les bilans, 2 ou 3 morts et 4 blessés, je crois, et qui vient d'être revendiqué. Oui, effectivement, c'est revendiqué par le djihad islamique qui affirme riposter ainsi à l'enlèvement hier d'un de ses responsables près de Bethléem. L'attentat s'est déroulé à Benyamina. Un kamikaze s'est approché d'un groupe d'Israéliens à un arrêt de bus juste devant la gare routière et il a fait sauter la ceinture d'explosifs qu'il portait sur son corps. Le bilan, vous l'avez dit, 2 morts et le kamikaze. Il y a 6 blessés dont plusieurs sont dans un état grave. Le gouvernement israélien a annoncé que l'armée allait riposter à cet attentat. S'agira-t-il de la grande opération annoncée par certaines sources dans la presse étrangère contre l'autorité palestinienne? Peut-être pas encore. En tout cas, la patience de M. Sharon arrive à bout. Merci Charles, et pendant que vous parliez, nous avons pu voir donc les premières images de cet attentat qui s'est produit donc toute fin d'après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'une des principales informations. Au lendemain de l'intervention musclée de Jacques Chirac, l'insécurité fait à nouveau la une de l'actualité. Voitures incendiées en région parisienne, couvre-feu décrété à Colombes, décès d'un jeune dans une rave party en Moselle. Le ton monte avec la majorité. Les syndicats de policiers s'alarment et Lionel Jospin devrait contre-attaquer demain en dégageant des crédits supplémentaires pour les ministères les plus sensibles. Voilà, tout de suite la météo avec Isabelle Martinet, suivi des séries Urgence et Millennium. Vers minuit, le dernier journal, ce sera Alexandre Cara. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Georges Sarr, président du mouvement des citoyens. À 13h, ce sera bien sûr Laurence Ostolaza. Et quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver ici aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.